Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres sur l'Europe, enfin sur l'Union européenne, mais je crois que ce sont soit des livres savants, des ouvrages universitaires ou des livres écrits par des fonctionnaires des institutions européennes, donc qui d'une part sont partiels, enfin portent sur un objet particulier, et qui sont parfois d'un accès un peu difficile. Et puis vous avez d'autre part des livres d'hommes politiques qui défendent des thèses. Je pense à l'excellent livre du Premier ministre belge, Guy Verhofstadt, sur les États-Unis d'Europe. Donc tous ces livres sont intéressants. Moi, ce que j'ai voulu faire, moi je suis journaliste, je ne suis ni un expert, ni un politique, je n'ai pas d'engagement. Donc ce que j'ai voulu faire comme journaliste, c'est plutôt un exposé aussi clair que possible de l'état des lieux de la construction européenne, après un peu plus de 50 ans, et en ayant à l'esprit une question qui me sert un peu de fil directeur, question posée par la chancelière Angela Merkel juste avant qu'elle prenne la présidence de l'Union en 2006, qui était «Pourquoi l'Europe?» D'où le titre du livre. À quoi sert l'Europe aujourd'hui? Quelle est sa raison d'être? Parce que l'Europe a été créée, en gros, avec l'Europe, la communauté européenne, dans deux perspectives. La première, c'était la réconciliation entre les anciens ennemis, la France, la Belgique d'un côté, l'Allemagne, l'Italie de l'autre. Et deuxièmement, c'était aussi une manière de faire pièce à l'Empire soviétique. Or, évidemment, ces deux raisons ont disparu. La réconciliation est acquise et personne n'imagine qu'elle puisse être remise en question. Et puis, l'effondrement des régimes communistes en 1989 a fait que la deuxième raison ne tient plus. Donc pour beaucoup de jeunes, en particulier, l'idée européenne, au fond, elle va de soi, mais du coup elle perd beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attrait. Donc d'où l'idée de relancer la question en disant, mais aujourd'hui, au début du XXIe siècle, à quoi sert la construction européenne? Alors j'essaie d'esquisser des réponses, ou en tout cas d'examiner ce qui est advenu au fond de l'Europe depuis ses débuts. D'où une construction en trois parties, une partie historique, où j'essaie d'examiner les différents moments où l'Europe a tenté de s'unir. Il y a eu une première tentative autour du christianisme, à l'époque du Moyen-Âge, de la chrétienté, comme on disait. Il y a eu une deuxième tentative autour des Lumières, qui a été... Alors la première tentative a échoué à cause des guerres de religion. La deuxième tentative, qui était une sorte de cosmopolitisme des Lumières, a échoué à cause de la montée des nationalismes au XIXe siècle. Et nous sommes dans la période de la troisième tentative, qui a été l'union par l'économie, au fond, dans un premier temps, et aujourd'hui, tentative d'union politique. Et donc, quel est le sens, au fond, de cette union aujourd'hui? Tout ça, c'est la partie historique. Ensuite, j'ai la partie sur les personnages, à la fois les hommes politiques et les intellectuels qui ont porté cette idée européenne à différents moments de l'histoire. Je n'entre pas dans les détails, je vous invite à lire le livre, mais il y a notamment au XXe siècle des philosophes, des historiens, des penseurs qui ont élaboré cette idée de l'Union européenne dans le prolongement notamment des philosophes du XVIIIe siècle. Et puis il y a les politiques, alors il y a à la fois les grands ancêtres, ce qu'on appelle les fondateurs, Jean Monnet, Robert Schuman, etc. Et puis ceux qui aujourd'hui construisent l'Europe. J'ai un chapitre particulier consacré au tandem franco-allemand, qui a souvent été considéré comme le moteur de la construction européenne. Un chapitre consacré aux Britanniques, qui ont toujours été un peu réservés, qui le sont toujours d'ailleurs, ça n'a pas changé. Les présidents successifs de la Commission, enfin voilà, tous ceux qui ont fait l'Europe. Et puis la dernière partie porte sur les grands thèmes de discussion que suscite aujourd'hui la construction européenne et qui ont éclaté au moment des discussions sur les référendums, enfin sur la ratification du traité constitutionnel, la question des frontières, jusqu'où va l'Europe, où s'arrête-t-elle, la question de la place des nations, est-ce qu'on va vers des États-Unis d'Europe à l'image des États-Unis d'Amérique, ou bien est-ce que les nations européennes doivent garder leur force? La question qui a été soulevée au moment de ces débats politiques de l'Europe sociale, l'Europe libérale. Qu'est-ce que c'est que cette Europe qu'on nous construit? C'est une Europe qui est fondée sur le libre-échange, sur le marché. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut apporter des atténuations, des contrepoids sociaux? La question de la puissance. Est-ce que l'Europe a vocation à devenir un acteur majeur sur la scène internationale
avec une défense, avec une politique étrangère active. Et la question, et tant d'autres questions, la dernière que je citerai, c'est au fond la question de la mondialisation, parce que c'est celle-là qui est la plus importante, à mon sens, c'est-à-dire que lorsqu'on s'interroge sur le rôle de l'Union européenne aujourd'hui dans le monde, on se dit qu'au fond, l'Union est la manière la plus efficace de s'adapter à la mondialisation. Alors avec toute cette ambiguïté du terme s'adapter, est-ce que ça veut dire que l'Europe est le cheval de Troie de la mondialisation et au risque de détruire toutes les protections sociales qui ont été instituées depuis plusieurs décennies, ou bien est-ce qu'il y a une manière de vivre la mondialisation à l'européenne, enfin, dans le respect des droits sociaux. Ça c'est un immense défi qui n'est évidemment pas encore réglé, mais je crois que la nouvelle étape enfin, dans la construction européenne, et c'est ce que l'actuelle Commission essaie de mettre en œuvre, plus ou moins bien, c'est de relancer au fond la croissance en Europe en l'adaptant à la nouvelle, qu'on appelle l'économie de la connaissance, en tout cas tout ce qui aujourd'hui fait la modernité de la mondialisation, avec tous les problèmes, protectionnisme ou pas, libre-échange ou pas, etc. Donc c'est une sorte comme je disais tout à l'heure, d'état des lieux, de passage en revue. Au fond de moi, je suis à Bruxelles depuis 5 ans, un peu plus de 5 ans, et je réfléchis à tout ce que j'ai appris depuis 5 ans, à la fois par mes lectures, par mes contacts avec les institutions européennes, par mon travail de journaliste, et c'est cela que j'essaie de restituer. Alors je disais au début... je ne suis pas de parti pris, bon, bien sûr je ne suis pas dupe, je sais bien que je défends des idées, mais je ne les défends pas de manière militante. Je préfère exposer les problèmes et inviter chaque lecteur à se faire son opinion. Moi, mon idée principale, si vous voulez, c'est que je suis un Européen, en ce sens que je suis pour l'Europe, mais dire qu'on est pour l'Europe, c'est quand même assez vague. Je suis assez ouvert sur les différentes formes que peut prendre l'Europe. Est-ce que les nations doivent avoir un rôle plus important ou pas? Est-ce que le marché doit être régulé? Et comment? Tout ça, c'est des vrais débats politiques. Est-ce que l'élargissement est nécessaire ou pas? J'ai des idées là-dessus, mais ce n'est pas l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'est-ce que ça veut dire être européen? C'est mon chapitre de conclusion. Pour moi, c'est plutôt être ouvert enfin, aux autres, aux Européens d'abord, mais pas seulement, parce qu'on vit dans le monde entier. Hein. C'est être ouvert aussi bien sur les États-Unis que sur l'Asie ou sur l'Afrique. Mais c'est surtout refuser les nationalismes, c'est refuser de s'enfermer dans des identités qui vous limitent, qui vous empêchent d'être attentif aux autres. Et au fond, c'est ça la leçon de l'Europe pour moi, c'est au fond le cosmopolitisme. Ce qui ne veut pas dire la disparition des identités, mais quand même une certaine méfiance à l'égard des affirmations identitaires, dont on sait qu'elles peuvent conduire à des situations dangereuses. Donc il ne s'agit pas de les refuser complètement, mais il s'agit à chaque fois de plaider pour des identités ouvertes qui permettent de se sentir membre non seulement d'un même continent, d'une même famille, parce que à travers toutes ces questions d'identité se posent les questions religieuses, la question de la culture, etc. Moi je suis tout à fait méfiant à l'égard de tout ce qui nous enferme. Donc cosmopolitisme et ouverture aux autres. Justement, vivant à Bruxelles, dans une ville qui est cosmopolite par excellence, je suis très heureux ici, enfin, parce qu'il y a vraiment une diversité qu'il est absolument impératif de maintenir. J'espère que les lecteurs du livre arriveront à la même conclusion.